Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici là présent. Donc, on va avoir l'honneur d'inaugurer donc, la première conférence plénière de cet événement Web3 Lille. Bon, en attendant, on va meubler un peu, je vais vous raconter un peu l'histoire de Web3 Lille, comment ça s'est passé, comment cette idée a germé, cette idée un peu folle. Moi je suis effectivement cofondateur d'une startup, d'un incubateur pardon, qui s'appelle La Mine, donc on accompagne des projets Web3. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer mon ami Loïc ici présent, qui est le CEO et le fondateur de Metagelan. Et on faisait ce qu'on pouvait qualifier de crypto apéro, entre guillemets, en se voyant en tant qu'acteur de l'écosystème Web3 lillois. Puis on se disait, mais mince, c'est bien le Web3, c'est bien la blockchain, mais on va à Paris, les tickets d'entrée, c'est souvent très cher, 100, 200, 300 euros, voire jusqu'à 1000, 2000, 3000 euros. Et puis, déjà, ça donne aussi une image d'un truc de geek, enfin, d'un truc, c'est des initiés, c'est que des personnes qui sont dans cet écosystème. On parle entre nous et finalement, on n'ouvre pas les portes au plus grand nombre. Et c'est, à mon sens, une erreur flagrante. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, au contraire. Il faut ouvrir les vannes, il faut ouvrir notre écosystème, parler avec des mots simples. Arrêtons avec les mots smart contract, token, NFT, etc. Qu'est-ce qui est important finalement? C'est la valeur d'usage, c'est à quoi ça sert. Et donc, suite à cette réflexion dans un crypto apéro, l'idée s'est lancée, donc l'idée de Loïc et de Laurent de chez Metagelan. Pourquoi on n'organiserait pas, nous, un événement à Lille? Pourquoi pas, finalement? Et puis, cette idée a germé au fur et à mesure, cette idée folle. On n'avait pas du tout conscience de ce que ça représentait en termes de charges événementielles, d'organisation, etc. Nous, on n'est pas du tout des organisateurs de salons, c'est pas du tout notre métier. Mais tant mieux, parce qu'on a fait ça avec le cœur, avec notre âme, et on a vraiment réussi à montrer aussi qu'est-ce que c'est que l'écosystème communautaire du Web3. On a beaucoup d'acteurs qui sont venus de Paris, de Bruxelles, on a même des copains italiens qui sont venus. Et c'est aussi une preuve de belle solidarité, parce que sans avoir les moyens, les budgets d'un événement comme Paris Blockchain Week Summit, où là on parle vraiment sur des budgets complètement astronomiques, finalement, avec les moyens entre guillemets du bord, avec notre volonté et surtout une idée, un esprit, on en est là aujourd'hui sur ce bel événement. Voilà, donc j'ai meublé, je ne sais pas si les slides arrivent. Je pense qu'on va commencer sans les slides et ils vont peut-être arriver en cours de route. Donc c'est total impro. Bon voilà, on est dans le milieu des startups, dans le Web3, il faut improviser, il faut toujours s'adapter. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à remercier sincèrement mon cher ami Loïc pour cette belle initiative, pour son inconscience, parce qu'il fallait être complètement fou pour réaliser cet événement. Mais on l'a rejoint avec grand plaisir, on a mouillé le maillot, on a passé ensemble aussi des nuits blanches, on s'est fait des cheveux blancs. Mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'une conférence sur le métaverse. Donc je vais donner la parole du coup à Loïc qui va se présenter, donc qui est le CEO de Metagelan. Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Loïc Chapacher, donc je suis le CEO et cofondateur de Metagelan. Et Metagelan, c'est une plateforme qui permet de faciliter l'accès au métaverse. On commence par un petit tour de table où tout le monde se présente. Oui, on va commencer. Bon, c'est la première conférence, hein. Chacun se présentera. Donc je présente à son tour donc Alain, qui est le CEO de Blockchain Easy. Oui, bonjour, Alain Broustail. Donc, effectivement, patron d'une boîte de conseil depuis 2018, maintenant dédiée aux technologies, alors historiquement blockchain. Puis après de la blockchain, on m'a demandé et les cryptos, puis des cryptos et la DeFi, ensuite les NFT. Tous les ans, il y a un nouveau thème. Et il y a 18 mois, mes clients, qui sont des grands groupes, souvent du CAC 40, des banques, mais aussi des startups, commençaient à me dire, et les métavers, c'est quoi cette histoire? Alors, le lien entre métavers et crypto, on en parlera, il n'est pas évident intuitivement, pourtant il existe, la preuve, on est tous là, c'est deux sujets qui nous intéressent. Et j'ai le plaisir donc d'accompagner dans leur réflexion un certain nombre de groupes depuis plus de 18 mois sur cette thématique précise. On passe le micro du coup à Emmanuel Marron, qui est le CEO d'Astec et aussi à la tête de France Meta. Donc, bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc moi je suis dans la blockchain depuis 2012, hein, ça date pas d'hier, et j'ai travaillé ces sujets de métavers depuis 2019, où j'ai créé une association qui s'appelle France Meta. On est 1500 adhérents en France autour du métavers, plutôt à la française, c'est-à-dire interopérable et RGPD. Vraiment, on a un sujet de respect des données personnelles et de l'avatar dans cette association. Et on travaille beaucoup le sujet avec les autorités gouvernementales, puisqu'ils ont un gros sujet de métavers européen en ce moment, avec des appels d'offres. Et j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Astec, qui est spécialisé dans le Web3. Moi, je fais beaucoup de formations, de séminaires et de conférences, et je fais aussi du conseil stratégique et de la création de métavers pour des grands groupes et même des petites entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des pharmacies qui sont en train de créer des métavers pour recevoir leurs clients et payer en crypto la boîte de Doliprane. Donc on avance assez vite sur le sujet, et je pense qu'on est comme au début d'Internet en 2000.
c'est lent, dans le sens où on n'a pas tout abouti. Et par contre, on se rend compte que ça va être comme Internet, ça va exploser d'ici quelques mois. On passe le micro du coup à Charles Kremer, qui est le CEO d'AnyBlock. Oui, bonjour à tous, Charles Kremer, CEO d'AnyBlock. Donc je suis ravi d'apprendre que je ne suis pas le plus ancien sur la blockchain. Ça me rajeunit un petit peu. Moi, je suis là depuis 2015 dans la blockchain. J'ai commencé par faire du service, du conseil et surtout du service à partir de 2018. Et puis depuis un peu plus d'un an maintenant, ma boîte est orientée plutôt en tant qu'édition de technologie blockchain à destination des entreprises pour leur faciliter l'adoption du Web3. Et justement, on va en parler dans le cadre de la conférence. Et donc pour ma part, donc moi c'est Romain, donc je suis le cofondateur et le CEO de La Mine, qui est un incubateur et un hub de startup Web3. Donc voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai du coup posé la question à Loïc, qui est quand même plutôt bien placé. C'est quoi un métaverse? Parce que on voit dans les médias, etc. Mais techniquement parlant, et même fondamentalement, c'est quoi finalement un métaverse? Ouais, bah, c'est une question qui est pas simple pour commencer, parce que quand on parle de métaverse, on va avoir à peu près une réponse différente par expert du métaverse. Et si on va demander à un acteur du gaming, si on demande à un acteur de la VR, un acteur du métaverse Web3, crypto, blockchain, en fait, on aura des réponses différentes à chaque fois. Donc, je vais vous partager ma vision. Donc, peut-être que mes camarades vont me contredire sur certains points, mais c'est pas grave. Donc, moi, ma définition du métaverse, donc c'est un univers qui est ouvert, persistant, souvent en 3D, mais pas forcément. Et c'est un univers qui va être multi-utilisateur. Donc le métaverse, pour moi, ça va être également un monde où on va casser en fait les barrières entre les mondes du jeu vidéo, l'Internet tel qu'on le connaît, et les acteurs, les entreprises, le grand public. C'est-à-dire en cassant ces barrières, en fait, on va permettre au grand public ou aux marques donc, de faire leur premier pas dans un univers virtuel en 3D. Et on peut parler un petit peu d'Internet de demain dans le sens où on va pouvoir créer justement, comment dire, on va pouvoir intégrer du temps réel dans l'expérience Internet. On va pouvoir voir les autres personnes qui sont sur un site en même temps que soi. Et le fait de passer d'un Internet en 2D en 3D, bah, en fait, on ne se rend pas vraiment compte, mais ça multiplie le champ des possibles parce qu'on va passer d'une structure de site en profondeur où c'est compliqué de trouver un contenu, à un environnement 3D où on va pouvoir adapter en fonction de la saisonnalité, les médias qu'on va mettre en avant, on va pouvoir faire évoluer l'environnement, les couleurs, d'une manière beaucoup plus simple que ce qu'on peut faire sur un site Internet. Très intéressant. Alain, je sais que tu as mené une étude sur le sujet il y a 2 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je sais que tu as eu quelques surprises en menant cette étude. Ouais, alors, c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a un peu plus de 18 mois. Donc, un de mes clients qui est un grand groupe dans le secteur de l'événementiel, donc une boîte qui possède des stades, des salles de concert et qui organise du concert, du football, donc qui organise des choses, qui loue ces espaces, avec qui je travaille sur des sujets de ticketing blockchain, et qui me dit Alain, le métaverse, est-ce qu'il y a un truc pour nous? Moi, en tant que conseil, si je me dis oui, non, ils veulent pas mon avis à moi. Moi, c'est une démarche que je vends. Je dis bah, on va regarder déjà ce qui s'est déjà fait. Et on s'attendait à voir, donc il y a la conclusion de l'étude, on les a sortis en mai 2022. On s'attendait à avoir peut-être, je sais pas, 30 expériences intéressantes et pertinentes à utiliser comme feedback, et on en a trouvé 160. C'est-à-dire qu'il y a un an, il y avait déjà plus de 160, puisqu'on s'est arrêté au bout d'un moment sur nos recherches. On a trouvé des dizaines et des dizaines de concerts. On a même trouvé que MTV avait fait les Metaverse Music Awards. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, il y a même une catégorie de clips MTV. Des dizaines de concerts, des tonnes d'événements. Alors, des groupes voilà, la Fashion Week sur Decentraland et compagnie. Mais on en a vu, en fait, des Fashion Week. Il y en avait 3 ou 4 qui ont été montés. Et des trucs dans le sport, mais de malade. En France, on ne voit pas. Mais la NBA, aujourd'hui, est en train de travailler sur comment se positionner sur l'épaule d'un joueur dans une modélisation 3D en temps réel. Donc, on a vu des trucs un peu foufou, plus que fou, même je dirais, par rapport à ce qu'on avait, nous, anticipé. Et donc, on est arrivé à la conclusion que oui, il faut l'étudier. On est aussi arrivé à la conclusion que oui, ça coûtait cher et que oui, il n'y avait aucun de ces événements qui était rentable par nature, à part peut-être ceux qui étaient sur Fortnite, où tu avais embarqué voilà, des centaines de millions d'utilisateurs actifs. Mais voilà, c'était extrêmement intéressant. Je pourrais partager plus dans le détail les sujets que nous, on a décidé de traiter avec ses clients. D'ailleurs, pour une petite relance, que ce soit peut-être Alain ou Loïc, est-ce que Second Life, est-ce que World of Warcraft, est-ce que les premiers MMORPG, c'était déjà du métaverse? Ouais, comme disait Loïc, chaque expert a son avis sur ce qu'est un métaverse. Moi, je dirais par rapport à ce qu'a dit Loïc, il faut qu'il y ait de l'interaction sociale. 2, il ne faut pas que ce soit que du gaming. Donc, World of Warcraft, est-ce que c'est un métaverse? Je ne sais pas. Parce que si c'est que du gaming. Mais à partir du moment où dans World of Warcraft, on rajoute
La possibilité de se marier, de s'engueuler, de parler politique, ouais, c'est un métaverse. En fait, Second Life, c'est quoi? C'est un espèce de World of Warcraft ou d'EverQuest ou je sais pas quoi, un peu moins fun, mais dans lequel Coca-Cola a trouvé son intérêt et allait se positionner. T'autorises demain Minecraft, tiens, c'est déjà fait. Ou Roblox, tiens, c'est déjà fait. Ou Fortnite, tiens, c'est déjà fait. Avoir Coca-Cola et MTV, bah ouais, on est dans le métavers. C'est peut-être un petit peu la différence, c'est qu'une question de sémantique. Donc ça fait 25 ans que ça existe les métaverses, mais ça fait seulement 10 ans qu'on les appelle comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Et finalement, la sémantique, les mots, les définitions sont encore à inventer. Aujourd'hui, aussi beaucoup d'humilité dans l'écosystème. D'ailleurs, je vais redonner le micro du coup à Charles. Tu es un OG, comme on dit un peu dans le milieu. C'était là depuis 2015. Donc, tu as vu beaucoup de choses. J'imagine que tu as vu l'ICO d'Ethereum. Tu as vu les NFT arriver. Tu as dû voir le métaverse, entre guillemets, débarquer. Le mot-clé Web3 qui n'existait pas. Il y a à peu près 1 an ou 2, ça n'existait pas. Quelle est ta vision, toi qui as connu des hauts, des bas, des bear markets, des bulles? Quelle est ta vision un peu par rapport à ce métaverse qui débarque un petit peu dans l'écosystème? Ouais, alors, à l'époque, en 2015, on ne parlait pas de métaverse, on ne parlait pas de Web3, on ne parlait pas de builder, n'est-ce pas Alain? Donc on parlait de blockchain, on parlait d'entrepreneur, voilà, donc des mots qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Malgré tout, je pense que ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu de recul et de voir un peu ce qui s'est passé et depuis où on en est aujourd'hui. En fait, en 2015, donc, voilà, il y a toute une effervescence qu'on a connue l'année passée autour du Web3, des NFT. Moi, j'ai commencé à peu près à cette époque-là, en tout cas en qualité d'entrepreneur. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de hype, beaucoup d'excès, beaucoup de choses qui sont ensuite, on a eu un crypto, un bear market, un crypto winter comme on l'a appelé. Certains d'entre nous ont peut-être connu, ça a été dur, et comme c'est le cas encore aujourd'hui. Donc voilà, il faut avoir la peau dure, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt se terminer. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu vraiment enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a vraiment la croissance d'un écosystème, blockchain, crypto, avec des sociétés qui sont créées comme Ledger, comme Canhouse. Il y a eu beaucoup d'investissements à côté de la part des entreprises, mais il y a en réalité une très faible adoption. Beaucoup de projets, beaucoup d'appels à des sociétés de conseil, des sociétés de services pour réaliser des projets, et même parfois des très gros investissements. Et je ne vais pas les citer, toutes les sociétés du CAC 40 qui ont fait des grandes annonces blockchain sur des projets de traçabilité, etc. Et je peux vous dire que 80% de ces projets-là, aujourd'hui, ils sont morts. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Web3, c'est pareil. Ce qu'on a connu l'année passée, on a connu beaucoup d'effervescence, beaucoup de vrais fondamentaux qui se créent, un écosystème qui a continué à se développer au sens vraiment crypto, Web3, etc. Voilà, où on voit vraiment un écosystème qui crée de la valeur, mais au sein de cet écosystème, et d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue du monde réel, comme tu disais tout à l'heure en préambule, on n'a pas encore trouvé cette valeur d'usage. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part des entreprises, par contre, il n'y a pas vraiment une adoption encore massive. Et voilà, donc, ça a été dit aussi, c'est un long cheminement. On est comme un peu le web des années 2000. Voilà, le Web 3, c'est un long cheminement. Pour ceux comme nous, qui sont là depuis le début, bah, on le vit au quotidien. C'est quelque chose qui est assez douloureux. On chemine tous pas à pas. Et on voit finalement qu'il y a ces deux écosystèmes un peu disjoints. On va dire le monde réel dans lequel on est, et puis le monde crypto, Web 3 qui s'est créé, qui a fait la fortune de beaucoup d'entrepreneurs, mais qui se sont focalisés essentiellement sur la partie crypto, parce qu'il faut rappeler que encore le premier use case aujourd'hui de la blockchain, c'est la crypto-monnaie, c'est l'investissement crypto-monnaie. C'est loin devant tous les autres cas d'usage. Ça, c'est important de le rappeler. Et donc, tous ceux qui ont réussi n'ont fait que des sociétés principalement pour cette activité-là. Donc, Ledger, Canhouse, et pour ne parler que des sociétés françaises. Et aujourd'hui, on est tous, en tout cas pour des acteurs comme moi, ou je pense à Alain aussi, que j'ai côtoyé, je sais qu'il est aussi sur ces activités-là, nous, on est dans une logique d'essayer d'accompagner les entreprises dans la valeur que la blockchain et le Web3 peut leur apporter. On est encore en train, entre guillemets, d'attendre cette adoption massive. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment qu'on est à l'aube de cette adoption massive. Je pense que la sémantique aussi parle beaucoup, veut aussi vous dire beaucoup de choses. Quand on parle de Web3, quand on parle de Builder, ça veut aussi dire beaucoup de choses. J'ai commencé par ça, mais c'est important aussi de terminer par ça. Quand on parle de Web3 plutôt que blockchain, ça veut dire qu'il y a une adoption déjà dans les mentalités, dans les mœurs, au quotidien. Blockchain, c'est un outil, une techno, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, ça fait peur, on ne sait même pas comment ça s'écrit. Web3, c'est l'évolution du web, quelque chose qui est naturel. Quand on parle de builder, on sent qu'il y a une communauté derrière, on sent qu'il y a un écosystème vraiment propre. Voilà, donc on sent qu'on a vraiment les prémices d'une adoption. Et puis maintenant, si vous cherchez maintenant sur le web ou toutes les sociétés qui se créent, tout le monde se focalise sur l'adoption. Donc on voit qu'on est vraiment là. Moi, je suis intimement convaincu que la prochaine hype de la blockchain Web3 sera l'adoption du Web3 par les grandes entreprises ou par le monde réel en général.
Enfin, si je peux le dire comme ça, mais je pense qu'on vous comprenez. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on a beaucoup parlé de tech, de smart contract, enfin de tokens, de NFT. Et finalement, est-ce que l'adoption va pas venir comme le web, finalement, qu'on l'utilise sans forcément savoir qu'il y a de la blockchain derrière? Et en fait, la valeur d'usage va dépasser finalement la technicité. Je vais passer maintenant du coup le micro à Emmanuel. Je sais que côté France Méta, tu as commencé avec deux trois adhérents et tu avais 2-3 copains, entre guillemets, et tu t'es retrouvé avec une explosion, avec, je crois, plus de 1000 membres dans ton association. Déjà, comment tu as su gérer ça et quelle est ta vision aussi du métaverse et ta surprise du coup de voir autant d'adoptions sur ton association France Méta? Alors c'est clair, au début on était deux, on pensait rester deux pendant 5-6 ans. Et au bout de 3 mois, on était déjà 1000. Donc en fait, c'est pour montrer qu'en fait, ça s'est fait très très vite. Et c'est un peu cette communauté de builders dont on parlait il y a 2 minutes. Le métavers, il a énormément changé en l'espace de 2 ans. On a énormément de choses qui se sont passées. Déjà, on a un écosystème français qui est extrêmement puissant. On a ce que moi j'appelle des licornes du Web3, comme Ledger, Ariani, Sora, etc., qui sont aujourd'hui des très très belles boîtes. On n'en parle pas assez, hors de l'écosystème Web3, hein. On a des associations qui sont extrêmement puissantes. Il y a MetaCircle, il y a nous, on est 4 ou 5 à avoir énormément d'adhérents qui travaillent tous les jours. Moi, j'ai en gros 3 tests par mois de jeunes qui font des tests sur le métavers, sur le Web3, sur le NFT. Donc déjà, il faut digérer, il faut nourrir, il faut transmettre. Et après, on a effectivement un sujet qui est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui a compris que le sujet du Web3, on avait raté la révolution de la blockchain malheureusement. Moi, j'étais dedans comme toi et on est passé à côté parce qu'on ne s'est pas assez mobilisé. Aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on crée un écosystème solidaire entre les entreprises, les associations et le gouvernement pour qu'on ait des fonds qui soient effectivement donnés. Je rappelle qu'il y a France 2030 où il y a 50 milliards à verser pour les projets numériques. Ce serait bien que le Web3 en récupère une partie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore 6 mois, on parlait d'interopérabilité en disant que ça serait quelque chose qui allait arriver dans un an. Bon, moi, je vois ce que MetaMask est en train de faire, c'est passionnant. Tout va être interopérable bientôt. On voit qu'effectivement, on nous parlait des casques. Il y a encore un an, les casques étaient quand même très, très lourds, très coûteux. On a un peu le masque d'Apple qui arrive au mois de juin, ça va un peu changer la donne, comme à mon avis l'iPhone. Et puis derrière, on se rend compte qu'il y a des vrais cas d'usage d'entreprise qui sont en train de se créer. Moi, je le vois parce que moi, quand je propose un métavers à un client, il faut qu'il y ait un cas d'usage derrière avec un ROI, sinon c'est pas la peine d'y aller, sinon il dit non. On a fait du recrutement dans le métavers, on a fait de la médiation, de litige dans le métavers. Bon, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que on parle du futur d'Internet, mais on y est déjà. Donc, je pense que le sujet, c'est qu'en un an, on a quand même fait des pas assez importants. Malgré les bear markets, malgré les problèmes, on nous parlait de l'hiver du métavers, la fin du métavers. Aujourd'hui, j'ai été en Corée du Sud il n'y a pas très longtemps. Le métavers là-bas, il est complètement abouti. Les citoyens, ils font leur papier d'identité à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet intéressant. Point à noter, on a même les forces de gendarmerie qui aujourd'hui s'intéressent au sujet, parce qu'on a 150 gendarmes qui enquêtent dans les métavers en permanence, ce qu'on appelle le com cybergendre. C'est pas pour rien qu'ils y vont, parce qu'ils savent que demain, les clients, les 400 millions d'utilisateurs vont être dedans. Donc moi, je suis assez convaincu que le métavers, il est vraiment en train de se faire sous nos pas. Ça n'engage que moi, hein. Donc c'est bien loin d'être un truc de geek finalement. C'est bien au contraire. Du coup, Alain, on va rebondir sur le sujet. Quelles sont, à ton avis, les industries qui vont être les plus impactées? Parce qu'il y a différentes verticales, le métaverse, ça peut impacter différentes industries. Quelles sont pour toi les industries sur lesquelles il y a vraiment quelque chose de prégnant et des cas d'usage vraiment réels? Je vais commencer par dire qu'il y a, au-delà du métavers, il y a les sites web en 3D. C'est un truc assez nouveau, c'est-à-dire une manière d'exposer en 3D du e-commerce, une galerie, des photos, des musées. C'est pas du métaverse, même si on se rapproche un petit peu. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Et là, un petit coucou à Metagelan parce qu'ils ont une plateforme clé en main qui est plutôt sympa. Si on va sur le métaverse avec l'interaction sociale, à mes yeux, les marchés en fait, on vit aujourd'hui, c'est surtout un truc où on vit des expériences qu'on n'a pas d'habitude. Et donc, c'est tout le marché où il y a de l'expérience. Donc, pour moi, les premiers secteurs, ça va être le culturel. Donc, par exemple, le live stream, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Voilà, pendant la crise Covid, le métavers s'est développé. Pourquoi? Parce que les gens étaient chez eux et on avait besoin d'interaction sociale. On a eu la naissance du live stream. On commence à regarder des concerts. On ne peut plus aller dans une salle, on regarde chez soi. Donc, l'explosion de Twitch, l'explosion de Discord. Ben, moi, je pense qu'il manque encore l'interaction sociale. Et donc, je pense que demain, tu vas pouvoir aller voir un métaverse dans des Decentraland ou où tu veux. Si tu t'ennuies à regarder le concert, même, tu vas pouvoir interagir avec les gars d'à côté. Moi, mon rêve, tu vois, c'est de regarder un match de foot sur mon canapé via la PlayStation. Et puis, si pendant le match, je m'ennuie, hop, je sors du match quelque part sous forme d'un avatar. Le match continue, je l'écoute et je vais jouer un peu à Fortnite, attiré, tu vois, comme un hooligan, hein, sur les adversaires d'en face qui seront là. C'est un jeu vidéo. On regarde le match, on s'amuse, on interagit, puis on va acheter le maillot de son équipe sous forme de NFT. On se dit pourquoi ça marcherait pas ça. Donc, et je peux vous dire dans le sport, dans le média, dans le culturel, de manière les musées, tout ça, voilà, tout ça, ça va se développer. Et j'en ai aucun doute.
Ça va peut-être toucher que 20% de la population, mais si déjà ça arrive, c'est énorme. Ce sera le même marché que les jeux vidéo. Après, je pense que dans le e-commerce, notamment plutôt haut de gamme, il y a des expériences à vivre. Ça va aussi arriver assez rapidement. Puis ensuite, l'éducation. Je pense que c'est le quatrième secteur sur lequel, parce que le campus virtuel, on arrive tous à comprendre un petit peu le principe. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se passer plus rapidement qu'on le pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a dans l'industrie du luxe qui a bien compris le virage du Web3, qui sont vraiment à fond dedans pour faire vivre des émotions, des expériences. Du coup, toi, Emmanuel, c'est vrai que le métavers, ça fait tourner beaucoup de têtes, ça fait beaucoup parler. Quels sont, selon toi, les cas d'usage, j'ai envie de dire, dans la vie quotidienne, dans la vie de Madame Michu, entre guillemets? Alors, Madame Michu, pas encore, mais c'est un peu qu'ils ont. Moi, je viens d'écrire un bouquin avec Sébastien Lec qui a fait des cryptos sur les 60 cas d'usage du métavers dans le monde chez Erol, qui va sortir début mai. On en a listé pas mal, et en fait, moi, je vais déjà parler de ceux qu'on a déjà fait. Dans l'assurance, on imagine l'assurance, c'est un secteur qui est quand même très conservateur, comme on le dit. Bah, il y a déjà des agents d'assurance qui ont monté des agences virtuelles et qui reçoivent des clients dans un métavers. Bon, c'est du 2D et demi, ça n'a pas besoin de casse pour y aller. Et il y en a dans l'agent est dans le Nord, il s'appelle François Pankouk. Et aujourd'hui, il a son agence réelle où il reçoit ses clients, puis l'agence virtuelle, il a d'autres clients différents qu'il assure pour d'autres choses. Et j'y suis déjà allé alors qu'on n'en avait jamais parlé ensemble, juste par curiosité. Donc, comme quoi, ça peut marcher. Exactement. Ça peut attirer du monde. Et François est un type super, je vous invite à le rencontrer parce qu'il est passionnant, il est à la tête d'une association de no-code. Après, ce qu'on a fait avec les assurances, c'est des gens qui ont du mal à recruter, c'est pas un métier passionnant. Bon, on a fait un forum virtuel de recrutement dans le métavers, qui s'appelle Métassure. 1er février, on avait 50 postes à pourvoir, on s'est retrouvé à 900 dans un petit métavers de 2,5, et en 2 heures, les postes étaient pourvus. Résultat, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, le 17 avril, donc c'est dans pas longtemps, on fait un Métassure 2 où il y a 50 assureurs qui ont pris des stands pour recruter dans le métavers. Donc c'est là où, en fait, pas encore Madame Michu, mais moi je suis vraiment sur le sujet des entreprises. Après, moi j'ai fait des conférences avec le groupe Orpi. Pendant la conférence, il y a un agent qui s'est levé, qui a dit à son président, moi je suis déjà méta-agent immobilier, je vends et je loue des terrains dans le métavers. Donc l'entreprise n'était même pas au courant qu'un de ses agents était déjà en train de louer des terrains sur Sandbox ou en acheter sur Decentraland. Après, il y a ces sujets de Web3 et santé. On a Docapos qui a beaucoup investi là-dedans et aujourd'hui, on a des méta-hôpitaux en Israël où ils font des opérations sur des avatars en mettant les données médicales. Donc, ils sauvent des gens qui ne pouvaient pas se sauver il y a 6 mois. Donc ça, c'est le métavers, mais sous un autre angle. Après, on pourrait aller sur 50 secteurs. L'automobile, c'est pareil. Aujourd'hui, vous achetez une Renault ou une Alfa, vous avez un NFT avec le carnet d'identité du véhicule. Demain, on est en train d'intégrer de l'assurance automatique dedans. Donc en fait, dites-vous que les cas d'usage, ils sont extrêmement nombreux. Tous les jours, on en fait des nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits dans le monde, comme je dis à Séoul, où ils vont faire leur papier d'identité, ils règlent leurs impôts dans un métavers. Il n'y a même plus d'administration physique. Donc le gap est très important. Mais on n'est pas, à mon avis, sur Madame Michu aujourd'hui. Par contre, les entreprises, elles ont dit que d'ici 2024, il y en aurait 25% qui auraient déjà un cas d'usage Web3 efficace. Donc c'est là où il faut aller, je pense. Ok, super, merci pour ton retour. Du coup, Loïc, toi, je sais que tu es, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'un intégrateur avec MetaGélant, qu'on pourrait qualifier de métaverse as a service. Je sais que tu travailles avec des entreprises traditionnelles, donc Emmanuel en a cité quelques-unes. Et effectivement, il y a une époque, je me souviens, j'ai des copains qui étaient dans des banques, dans des assurances ou autres. Ils me disaient, tu sais, Romain, j'aime bien tes publications, j'aime bien ce que tu publies sur LinkedIn. Je ne peux pas te liker parce que je veux pas que mon patron soit au courant. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, il y a des entreprises très traditionnelles qui viennent taper à ta porte, Loïc, qui viennent te dire qu'est-ce qu'on peut faire dans le métaverse. Donne-nous un peu ton expérience dans des entreprises, entre guillemets, dirons-nous, à papa. Et c'est pas péjoratif, mais vraiment une entreprise à l'ancienne. Pourquoi ils viennent taper à la porte de MetaGélant et qu'est-ce qu'ils viennent y faire? Dis-nous tout. En fait, il faut se rendre compte qu'on a une période un petit peu charnière sur ces technologies. C'est-à-dire qu'en fait, le métaverse, quand on y va, c'est pas forcément encore très joli, c'est pas encore super fluide, et encore, ça dépend des métaverses. Mais par contre, en fait, on est en train vraiment d'ouvrir des portes et on va travailler avec des entreprises où on ne leur promet pas encore du ROI, mais on va intéresser des pôles marketing, des pôles innovation, parce qu'on est un petit peu au 1997 de l'Internet. Donc à une époque, on se demandait si un site Internet c'était indispensable ou pas, si on avait besoin d'une adresse email. Il y a des sociétés qui y sont allées, d'autres qui n'y sont pas allées. Donc on est un petit peu à cette croisée du chemin. Et en fait, la force de notre solution, c'est qu'elle est très simple d'utilisation parce que historiquement, on était une société qui permettait de mettre en ligne des contenus en toute simplicité pour des gens d'un certain âge. On avait 60 ans de moyenne d'âge sur notre plateforme. Et en fait, cette plateforme branchée à un univers en 3D rend les choses extrêmement faciles à personnaliser dans un univers 3D. On va pouvoir agencer
des médias, des images, des vidéos, des NFT dans une galerie qu'on va pouvoir personnaliser, brander comme on le souhaite. Et ça, c'est des choses qui commencent à intéresser beaucoup de sociétés. Et là, par exemple, on a fait un bel événement avec Sergic, donc je ne vais pas les spolier parce qu'il le présente dans le cadre d'un workshop tout à l'heure, mais on est vraiment dans une simulation d'une expérience concrète qui pourrait y avoir dans leur activité. Je peux citer une activité avec 20 minutes qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le métaverse? En fait, on a fait une première distribution d'un journal dans un métaverse. Ça paraît anecdotique. En réalité, ça allait un petit peu. Mais l'expérience était sympa parce qu'on a modélisé un rack de distribution d'un journal, on pouvait télécharger son petit journal. Histoire de faire un événement sympa, on avait fait ce qu'on appelle un wearable, donc c'est un polo aux couleurs de 20 minutes qui a été distribué aux participants. On avait fait une petite expo de machines à écrire NFT du projet 20 Mint et sur le toit du bâtiment, histoire que les gens passent un moment qui dure 1 heure et demie. En fait, on a eu un DJ qui nous a fait un set dans le métaverse. Donc là, on avait un événement assez transverse où il y avait du merchandising, où il y avait de la communication, où il y avait des gens qui se sont amusés, qui ont passé un bon moment. Et en fait, c'est le type d'expérience qu'on peut répéter et qu'on a chez des clients. Finalement, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes curieuses dans ces sociétés pour que quelque chose se lance. Dernièrement, on a fait quelque chose pour Crédit Agricole dans le cadre d'un événement privé également. Donc, il y a des acteurs très classiques ont envie d'essayer, se disent on est au 97 de l'Internet, c'est le moment d'y aller. Il ne faut pas attendre 5 ans parce que l'adoption pourra aller très vite. Et un moteur comme Unreal 5 for Editor qui permet aux créateurs comme nous demain de déployer une expérience en 3D en quelques clics et de passer de 200 000 utilisateurs mensuels à 200 millions. On est peut-être au début d'une future explosion en termes d'adoption et d'utilisateurs. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais dans ce cas-là, c'est pas tout à fait vrai. Parce que tu peux le dire, Web3 Lille, il y a une représentation du coup dans le métaverse. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait parce que c'est notre métier. On voulait montrer le résultat. Donc les différents stands, les sponsors, les partenaires ont tous un spot dans le métaverse avec un lien vers leur site web. Ça se passe sur Decentraland. On peut récupérer une casquette Web3 Lille. Il y a le DJ Buffalo qui fait un set en physique, qui fera un set en digital également. Il va se passer plein de choses. Et on aurait aimé diffuser ces conférences en live. On n'a pas su le faire, c'est encore compliqué, mais en fait, la conférence va être enregistrée et retransmise d'ici 1 semaine à 10 jours dans le métaverse et ça va permettre à des gens qui n'étaient pas là de s'immerger un petit peu sur ce salon. Donc, on va communiquer auprès de tous les participants sur ce futur événement. On pourra se donner un rendez-vous On pourra se donner rendez-vous dans 10 jours. dans 10 jours. En gros, on fera une belle C'était com. donné rendez-vous. Il faut savoir qu'au niveau technique, il y a encore des limitations. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore forcément faire. On doit benchmarker différents métaverses. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, dans 2 mois, peut-être qu'on a déjà la solution. Enfin, ça va tellement vite, il y a tellement de choses qui émergent. Et je vais du coup repasser le micro à Charles. Je sais que tu avais travaillé sur une expérience de jumeaux numériques. Pour faire un peu écho à ce que Loïc vient de dire. Quel est ton retour par rapport à cette expérience? Alors, oui, non, moi j'ai travaillé sous l'angle vraiment infrastructure du métavers. Donc, moi je rappelle, moi je dirige une société qui fournit une infrastructure à destination des projets Web3 et ça inclut notamment le métaverse. On a notamment la chance de travailler avec The Sandbox. Donc, on a travaillé sur un gros projet que Alain connaît bien parce qu'on a eu l'occasion d'échanger ensemble là-dessus sur la création d'un passeport digital pour les véhicules. Donc, dit autrement, un jumeau numérique du véhicule qu'on pourrait porter dans un métaverse. Et en fait, ce qui est important, aussi de témoigner par rapport à ça, c'est finalement la difficulté de ce type de cas d'usage de jumeaux numériques par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui dans le métaverse, qui ont un peu été évoqués, qui ont fait beaucoup de buzz, où il y a beaucoup de lié aussi à tout ce qui s'est passé l'année passée. Personnellement, je ne suis pas intimement convaincu que ce soit tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le métaverse, c'est ce qu'on verra demain, parce que la grosse question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui va amener 90% des gens dans le métaverse? Aujourd'hui, on est beaucoup dans un entre-soi, en fait. On parle de cas d'usage dans le métaverse, mais la réalité, c'est que personne n'est dans le métaverse. Enfin, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. 90% des gens ne sont pas dans le métaverse. Et donc, la réalité, c'est quels sont les cas d'usage demain qui vont apporter de la valeur durable et pas la valeur liée à un phénomène de mode en 2022 parce qu'il y a un buzz et que ça ne marche plus en 2023. Non, qu'est-ce qui va apporter de la valeur, un ROI pour les boîtes et de la valeur pour tout à chacun, qui fait qu'on va amener les gens dans le métaverse? Ça, c'est la question fondamentale à se poser. Et donc, si on revient, j'ai fait une digression, mais si on revient au sujet du jumeau numérique,
On ne l'a pas forcément attaqué dans le sens la valeur, quoique en fait l'enjeu finalement d'un jumeau numérique dans le véhicule, c'était finalement d'être capable de représenter dans le métaverse son véhicule. Donc ça pose un certain nombre de problématiques techniques assez importantes que je vais mentionner. Après, l'intérêt, c'est d'être capable de faire des choses dans le métaverse, dans un contexte immersif, qu'on a beaucoup plus de mal à faire dans un monde réel. Par exemple, accéder de manière très simple, visuelle, à l'ensemble de l'historique de son véhicule. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Un passeport digital du véhicule aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas pour des raisons qui ne sont pas techniques, pour des raisons qui sont plutôt liées à la centralisation des données. On va y revenir. Mais le fait d'avoir cette capacité-là, avoir ce jumeau numérique dans un métaverse va apporter un certain nombre de bénéfices parce que tout le monde va pouvoir finalement avoir son avatar du véhicule dans le métaverse, être capable de réaliser une expérience immersive liée par exemple à la réparation de ce véhicule, être capable de transférer la propriété de son véhicule dans le métaverse plutôt que de le transférer de manière assez fastidieuse comme on peut le faire dans le monde réel. Voilà. Et je pense qu'on est au tout début de vraiment des réflexions liées aux cas d'application du jumeau numérique, mais il y a beaucoup de cas d'application liés au jumeau numérique qui auront lieu dans les années qui viennent. Par contre, là où je souhaiterais m'attarder, c'est les enjeux techniques aujourd'hui, parce que c'est ça qui me permet aussi de dire que le chemin est encore long dans l'adoption massive, parce qu'il y a les sujets un peu plus faciles d'un point de vue technique qui sont liés aux collectibles, porter le collectible dans le métaverse et réfléchir aux expériences qu'on peut faire autour, comme ça peut être évoqué par Alain. Après, il y a tout ce qui est au-delà du collectible, à savoir un jumeau numérique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui donne la valeur en fait à un avatar dans le métaverse? Ce qui donne la valeur à un avatar, ce qui donne la valeur à un NFT, sont ce qu'on appelle les métadonnées. Donc pour le faire très simple, la valeur de la carte Sorare de Kylian Mbappé, c'est extrêmement simple parce que c'est quelques métadonnées qui sont stockées dans des serveurs de Sorare. Voilà. Alors ils sont peut-être décentralisés sur IPFS, mais peu importe, c'est Sorare, en tout cas, qui a la main sur ces données-là. Et c'est ça qui fait la valeur. Et en fait, le fait que Sorare détienne les droits de Kylian Mbappé, c'est ça qui fait la valeur de la carte Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui fait la valeur de votre NFT qui représente votre véhicule? C'est toutes les métadonnées de votre véhicule. Où est-ce que sont ces métadonnées? Elles ne sont pas chez un équivalent Sorare, elles ne sont pas chez votre constructeur préféré, elles ne sont pas chez votre assureur préféré, elles ne sont pas chez votre réparateur préféré, elles sont chez tous ces acteurs-là en même temps. Et en fait, la difficulté, c'est du coup d'être capable de créer cet avatar, ce NFT, qui va venir collecter, agréger, tracer l'ensemble de ces données en permanence pour être capable de représenter ce jumeau numérique en permanence dans le métavers. Donc là, il y a un enjeu technique assez important du coup, nous, on a travaillé depuis un certain nombre d'années, c'est d'être capable de créer cette infrastructure qui va venir non pas aller chercher les données, parce que là, on en revient aux problématiques de base, c'est que aller chercher les données du véhicule pour les mettre dans le métaverse, alors c'est pas un sujet technique, mais c'est même pas la peine d'y penser. Aller taper à la porte de Stellantis pour leur dire hey, donnez-moi toutes les données que vous avez collectées, on va les mettre dans un serveur IPFS pour faire un NFT du véhicule, ils vont vous rire au nez. Donc la solution, c'est beaucoup plus de une logique de création d'une infrastructure décentralisée qui va venir aller pointer vers les données là où elles sont pour représenter le NFT en permanence. Et ça, d'aller le faire avec chacune des sources de données qui vont caractériser le NFT. Et c'est ça. Et c'est une fois qu'on a fait ça qu'on va être capable ensuite d'élaborer tous les cas d'usage qui vont apporter de la valeur. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que il y a encore, et on va y revenir après, il y a d'autres questions par rapport à ça, il y a encore un certain nombre de barrières technologiques qui aujourd'hui qui restent à franchir avant de permettre de créer beaucoup de cas d'usage qui aujourd'hui n'existent pas encore, et plus particulièrement pour tous les secteurs en plus industriels. Et d'ailleurs, on a quand même un mastodonte. On parlait de data, donc centralisation des data, donc Meta, ex-Facebook. Donc Meta qui a quand même lancé la hype, qui a un peu lancé le concept du métaverse, enfin, en tout cas là, dans les esprits. Et Mark Zuckerberg a fait marche arrière totale. Est-ce que, Emmanuel, pour toi, c'est le signe que c'est la fin du métaverse? Et est-ce que Meta était allés eux-mêmes dans le sens de ce qu'est vraiment un métaverse finalement? Alors, bon, moi, je sous-estimais pas Mark Zuckerberg, hein, parce que c'est quelqu'un qui a prouvé par le passé qu'il avait des intuitions. Moi, je pense qu'il a fait comme les pyramides, hein. Il a embauché 10 000 personnes, il a mis 10 milliards dans un sujet. Aujourd'hui, il a fait les pyramides du Web3, okay, il a fait son moteur, ça tourne, il n'y a personne dedans, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il a fermé le métavers. Aujourd'hui, il a injecté de l'argent dans ce qu'on appelle l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA, pour moi, c'est un complément du métavers. Aujourd'hui, il n'y a personne dans les métavers, et ça, on est bien d'accord.
Mais demain, vous aurez des milliers d'avatars qui auront de l'IA conversationnelle intégrée. Et donc, vous ne saurez même pas si c'est des humains ou pas derrière, mais vous converserez avec eux. Moi, je suis convaincu que le sujet de Facebook, c'était vraiment être en avance de phase, créer un moteur qui aujourd'hui tourne. Il y a un sujet qui est majeur, c'est que le problème de Facebook et de Meta, c'est que toutes les données que vous allez intégrer chez eux, elles vont être partagées, vendues, etc. Donc ça, je trouve que ce n'est pas très positif pour l'humanité. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il n'a pas baissé pavillon. Il a juste investi avant les autres dans un sujet et demain, il investit dans des sujets très complémentaires. Donc, moi, je crois que ce n'est pas la fin du métavers aujourd'hui, c'est plutôt le printemps du métavers. Et l'adoption de masse, pour moi, elle n'est pas si loin que ça. Donc, je suis un peu différent au niveau opinion de toi. Je pense que d'ici 2 ans et demi, on aura déjà au moins les 3/4 des entreprises qui sont déjà dans les sujets de Web3 en termes d'opérationnel. Voilà. Je suis assez d'accord avec ton point de vue pour le coup. Mais il y a des freins par rapport à ça, il y a des freins à l'adoption, il y a des barrières. Alain, je sais que tu as travaillé avec des grands groupes sur ces sujets-là. Quels sont les freins pour toi, que ce soit côté grand groupe ou même côté utilisateur? Qu'est-ce qui limite pour toi le fait qu'on soit aujourd'hui tous dans le métaverse? Ouais, bah pour moi, par exemple, l'erreur de Facebook numéro un, c'est d'avoir misé sur les casques de réalité virtuelle et son business Oculus. Parce que là, déjà, tu t'adresses aux quoi, 2, 3, 4% de la population qui ont un casque. Et encore, tu t'adresses à la sous-branche des gens qui sont intéressés par le principe du métaverse. Donc, investir 10 milliards sur un marché qui n'existe pas avec des freins comme ça technologiques, donc faut que ce soit facile à l'usage. Il faut que ça passe. Typiquement, si tu as un client lourd, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser Sandbox, voilà, c'est un métaverse, il faut installer un logiciel. Donc rien que ça, tu as déjà perdu 75% des gens que ça saoule. Et tu as 90% des PC d'entreprise qui ne vont pas pouvoir l'installer. Il faut que ce soit facile, du client léger, intuition simple, avec smartphone, parce que Decentraland sur smartphone, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il y ait un truc qui marche sur smartphone, sur tablette. Il faut que ce soit facile. Il faut que quand tu te connectes, tu n'aies pas 10 000 trucs. Donc, si pour te connecter, il faut que tu aies un MetaMask, hop, tu as déjà perdu 95% des gens. Si tu es sur smartphone, tu as perdu 99% des gens. S'il faut que tu aies un compte, et tu crées un compte et que tu as un enrôlement, tu as perdu les gens. Donc, déjà, de base, les métaverses d'aujourd'hui, ceux qui s'appellent métaverses, pour moi, sont mal foutus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas orientés sur des expériences utilisateurs. Donc, il faut passer ces caps-là. Il faut que la technologie du client léger, de l'environnement 3D marche bien, ce qui commence à être le cas avec les bandes passantes, les smartphones qu'on a aujourd'hui fait que ça fonctionne. Une fois que tu as passé tout ça, maintenant, il faut que l'entreprise apprenne, il faut qu'il y ait des cas d'usage. Mais ça, ils existent. C'est le recrutement, c'est la vente en ligne, c'est le jumeau numérique. Donc, il faut qu'elle l'investisse en communication pour dire venez dans mon métavers. Il faut que venir, ce soit un acte facile. Il ne faut pas que ce soit une. Ouais. Et pour que les gens y viennent, en fait, le problème, c'est que toutes ces boîtes, aujourd'hui, comme elles n'arrivent pas à calculer des ROI, donc on leur dit, tu mets de l'argent, tu n'as pas de retour sur investissement financier à court terme. Donc elles disent, bon, on va donner ça au pôle innovation. On va faire une communication. Et je ne te mens pas, le groupe du CAC 40 va donner 50 000 balles. Et tu dis, non, mais attends, nous, pour faire venir les gens, 300 000 euros par an minimum de communication, d'accompagnement, de helpdesk, de support. Tu dis, ouais, mais moi, je n'ai pas de ROI, je ne sais pas faire, donc on fait déjà un POC, et puis on verra si le POC donne du succès, j'investirai plus. Mais tu dis, ouais, mais si tu fais qu'un POC comme ça, et que l'enregistrement de l'utilisateur est casse-bonbon, tu n'auras pas le succès que tu veux. Si tu n'as pas le succès, tu n'arriveras pas à aller plus loin. Donc, tu vois, Un les peu l'œuf freins, ou ils la vont. poule. Ouais, voilà. Donc, les freins technologiques sont en train d'être passés, même si tous les éditeurs de métavers, sans exception, à part un, je vais vous dire lequel je pense. Ouais, après, ouais, le truc qui va faire l'adoption de masse, c'est Fortnite, moi je pense. Parce que Fortnite, je ne sais pas si vous avez vu, Fortnite, c'est je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes tous les jours qui vont dessus. Fortnite, ils ont ouvert leur API. Il y a déjà 1 an, ils ont commencé à faire des partenariats avec des grands groupes. Ils doivent payer des dizaines de millions d'euros pour être dans Fortnite. Et là, ils ont ouvert des API. Je ne sais pas qui ici a commencé à les regarder. Voilà, à gauche et à droite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu peux créer ton monde dans Fortnite. Ça veut dire que tu as des dizaines de millions de jeunes de 15 ans en France, je passe peut-être 1 million de Français qui vont sur Fortnite au moins une fois par semaine. Alors, c'est des jeunes, tu leur vends pas n'importe quoi. Mais eux, ils savent y aller, ils ont déjà installé, ils vont se promener, l'expérience, elle est fluide, elle est rapide. Ils ont déjà l'habitude d'acheter des skins. Des Exactement. skins, des habillages qui sont pas du tout des actifs numériques parce qu'ils sont de manière centralisée. Donc en fait, Ouais. le passage vers le métavers, c'est déjà tout fait Par presque. contre, le truc, c'est que Fortnite est captif de la clientèle Fortnite. La clientèle Fortnite n'est peut-être pas celle que Renault veut avoir pour ses véhicules, parce que chez Fortnite, la moitié des gens n'ont pas l'âge de conduire de toute manière. Donc, va falloir trouver comment utiliser des technotypes Fortnite ou clients légers ou d'autres, tu vois, pour d'autres. Et puis, et je vous parle même pas de la techno blockchain, parce qu'à partir du moment où ils disent, hey, je vais mettre des NFT là-dedans, et voilà qu'il faut un wallet, et voilà qu'il faut acheter des cryptos, et voilà qu'en comptabilité dans les grands groupes, ça fait flipper, que tu as des réglementations qui arrivent à tous les étages. Donc, métaverse et NFT, c'est bien, mais c'est pas forcément le mariage. En tout cas, l'adoption du métaverse ne passera pas par l'adoption du NFT. Ça va J'avais- le freiner, même si ça va Ce que ensemble. je retiens sur tes propos, c'est qu'il faut que ça soit simple.
Ouais, il faut que ce soit simple. Voilà. Aujourd'hui, on s'est tous trompés. Je dis collectivement, on s'est tous trompés sur l'expérience utilisateur. Donc, c'est pour ça que c'est nul le métaverse. Second Life, l'idée était rigolote, mais je ne sais pas si vous avez essayé il y a 10 ans. Voilà, tu faisais un pas, tu attendais une seconde pour faire le pas d'après. Ton PC il plantait à chaque fois. Donc, c'était pas fluide et on préférait aller jouer à World of Warcraft, qui était fluide, qui était un client lourd. Et là, il y avait des millions de personnes tous les soirs. On est dans un monde où on n'a plus le temps. Donc, des moments donnés, tu te connectes, tu dois télécharger un client, tu dois installer MetaMask. Enfin, il y a différentes étapes. Et finalement, à la fin, bah, tu vas pas. Ouais, Parce et puis, que il faut pas se tromper non plus. Hein. En tout cas, c'est l'erreur de Facebook, c'est de dire le métavers, c'est pour tout le monde. Ah non, que dalle. Je veux dire, moi, j'ai fait des expériences métavers, c'est génial. Il y a des gens, tu leur donnes un truc en 3D simple, intuitivement, ouais, flèche, tu te déplaces. Au bout d'une seconde, ils ont compris comment se déplacer. 2 secondes, ils font des trucs. Et au bout de la troisième seconde, tu vois les réflexes du jeune. Il cherche comment je fais pour sauter, comment je fais pour m'accroupir, comment je fais pour dire coucou. Et tu montes le patron de la boîte à côté, pendant 10 minutes, il se cogne dans des mondes invisibles en disant je ne comprends pas. Parce qu'il n'a jamais utilisé ces trucs en 3D. Donc le métaverse type 3D, je ne parle pas du 2D et demi, ça va correspondre à quoi? 20-40% de la population. Je veux dire, qui ici sait jouer aux jeux vidéo 3D? Moi, je suis à l'aise. Je- Ma fille de 8 ans est à l'aise. Ma femme, je lui montre des métaverses, mais je ne vous raconte pas l'histoire, parce que c'est pas son truc. Donc, faut pas se tromper, faut pas chercher à viser tout le monde, faut avoir des niches. Et donc, si tu vends des sacs à main à des femmes de 65 ans, métaverse, je sais pas, ça sert à grand chose. Tu veux ouvrir ta clientèle et tu veux en vendre aux jeunes hommes de 25 ans, le métaverse, faut y aller. C'est mon avis. Faut pas se tromper sur sa cible. tout à fait d'accord. Mais après, les jeunes geeks d'hier seront les vieux geeks de demain. Moi, j'ai 36 ans, j'ai joué à la console quand j'étais gamin. J'imagine que bah, ici, on est quelques-uns aussi à avoir été des geeks, entre guillemets, à une époque, c'était pas forcément hype, c'était pas la mode d'être geek. Qui parle au passé. Ouais, bon voilà, un peu au passé. Maintenant, le geek, c'est chic, on pourrait dire ça quelque part. Et effectivement, le côté tech, le côté nouvelle technologie, ça séduit de plus en plus. Donc là, on arrive bientôt à la fin de de la table ronde. On va essayer d'être bons élèves. On a démarré un peu en retard, mais on va pas enclencher toute la suite des conférenciers. On va essayer de finir pour pouvoir que ça puisse dérouler sur le reste de la journée. Mais avant de finir cette table ronde, je voudrais un peu des perspectives sur sur l'avenir. Alors, cher Loïc, là, je vais te demander d'être visionnaire. C'est une question très compliquée, hein. C'est une question de marabout, mais dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi le métaverse? Ouais, c'est une question qui est compliquée. Pour moi, la clé passera par l'interopérabilité. C'est-à-dire actuellement, on a plutôt une somme de métaverse avec un petit m où on va perdre son identité en passant d'un monde à l'autre. Demain, si on a un avatar numérique, on aura ses possessions, son identité, ses moyens de paiement, ses assets digitaux et qu'on arrive à naviguer d'un métaverse à un autre. Pour moi, voilà, la création du métaverse, je ne vais pas dire finale, mais une version plus aboutie, c'est tout simplement de pouvoir naviguer d'un monde à un autre et d'avoir une identité numérique unique. Et ma vision du métaverse à 5 ou 10 ans, c'est qu'on va basculer d'un site internet 2D à un site internet 3D sur un simple navigateur web sans s'en rendre compte parce que voilà, l'activité de l'artisan, une galerie, le petit commerçant va se dire bah voilà, j'ai une petite série, j'ai envie de l'agencer dans un environnement 3D, j'ai envie d'un petit peu réhumaniser ma relation avec ma clientèle. Je pourrais annoncer que je suis présent, même si c'est avec mon petit avatar, tous les jours de 17 à 18 heures. On pourra avoir un échange de vive voix avec la personne. En fait, l'idée, c'est de remettre un petit peu d'humain, de contact. Et au lieu d'avoir un compteur où on aura 25 personnes connectées sur cette page, ben, les 25 personnes, on va pouvoir les voir, on va pouvoir échanger avec. Là où actuellement, quand on est sur Internet, on a une messagerie contact, on a l'impression que c'est des robots qui vont lire les messages. Et en fait, voilà, tout ça, ça va changer à partir du moment où on basculera dans quelque chose qui sera naturel, fluide et facile d'accès. Merci à toi. Avant de finir la table ronde, un petit complément, peut-être Alain, Charles ou Emmanuel pour conclure ou... Moi, je veux juste dire, on était bien sur le Minitel, puis on est passé à Internet. Et là, demain, on sera bien dans le Web3 parce qu'on ne sera pas sur Internet, on sera dedans. On sera dedans tous les jours et on n'aura plus de smartphone, plus d'ordinateur. On aura un masque, comme Apple essaie de le construire, et on aura un clavier virtuel qui va apparaître en face de nous. Et notre monde, il sera et virtuel et réel. Et on sera en fait dans un monde hybride. Et moi, je pense que ce sera un monde très intéressant. Voilà. Ouais, non, moi, je souhaiterais agir sur ce qu'a dit Alain, parce que ça me démange, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure quand il disait que le métavers, ce n'était pas les NFT. Pour moi, je suis radicalement opposé à ça. Pour moi, les métavers, tels qu'on pense aujourd'hui, tels qu'on se fait aujourd'hui, c'est indissociable des NFT, indissociable du Web3. Et justement, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'amener tout le monde dans le métaverse, mais pas parce qu'il y a les NFT, mais parce qu'il y a des raisons technologiques qui font que c'est extrêmement compliqué d'amener les gens. En fait.
Et c'est pas le NFT en soi qui est un problème, c'est pas les crypto-monnaies en soi qui sont un problème. C'est le fait que la façon dont on y accède aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et aussi parce qu'il y a des barrières, il y a des barrières réglementaires, il y a des barrières fiscales, etc. Ça, c'est d'autres raisons, mais je ne vais pas m'y attarder. Et sur l'aspect technologique, justement, il y a un des gros éléments qui, pour moi, est fondamental dans l'adoption du métaverse et l'adoption du Web3, c'est le wallet. On a tourné un peu autour de ce sujet-là. On a parlé MetaMask. Je pense que vous êtes tous dans la salle familiers de ce que c'est qu'un wallet MetaMask. Vous êtes tous aussi, on est tous aussi dans notre esprit un petit peu Madame Michu. On sait tous que c'est juste inaccessible pour Madame Michu. Et non, mais c'est la vérité. Et donc la question, pour moi, un des problématiques fondamentales à laquelle il faut qu'on réponde, c'est de trouver une solution pour remplacer ce MetaMask, une solution de wallet qui en fait propose une expérience utilisateur qui est similaire à celle que Madame Michu connaît aujourd'hui. Quand elle va sur son site marchand, Auchan pour citer une marque locale, la meilleure façon de l'emmener dans le métaverse, c'est qu'elle se logue sur son site auchan.fr et qu'elle ait un wallet et qu'ensuite on l'amène vers le métaverse. C'est comme ça que ça va se passer demain. C'est pas en éduquant Madame Michu, qu'est-ce que c'est qu'un MetaMask, attention à ta clé privée et ta phrase de recovery. En tout cas, ça c'est mon avis. Je pense que je peux mettre un petit billet sur le fait que ça sera comme ça que ça va se passer. Et voilà, et je souhaitais terminer dessus parce que c'est important, je pense, tu parlais de perspectives, c'était important de parler du fait que les perspectives vont aussi liées à l'essor des technologies qui vont permettre une adoption massive. Après, si je peux me permettre de conclure, c'est que ça va super vite. C'est-à-dire que là, ici, vous êtes tous ici présents, on a la solution de ticketerie qui s'appelle Billy. Et donc, c'est une solution de ticketerie NFT. Alors, si vous avez entendu parler du Stade de France, du bazar qu'il y a eu par rapport à des faux tickets, etc., là, on a une solution clé en main. C'est infalsifiable, c'est traçable. Vous avez votre ticket NFT qui est généré. J'ai une adresse mail, je paye en euros. L'expérience utilisateur, c'est super simple. Et le wallet est créé directement. Et en fait, on ne sait même pas qu'il y a un wallet qui est créé, finalement, on ne s'en rend pas compte. En achetant notre billet, ça crée directement un NFT, un wallet, un portefeuille numérique. Et derrière, on peut potentiellement y plugger des use cases, des utilities, différentes choses. Et donc, finalement, est-ce que l'avenir du Web3 et de la blockchain, c'est pas justement de s'effacer? La technologie s'efface au profit de l'expérience utilisateur, pourvu qu'elle soit simple, pourvu qu'elle apporte une valeur ajoutée. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus. On va essayer du coup de gérer le timing parce qu'après les conférences vont s'enchaîner. Donc merci à tous pour votre présence. Et puis on espère que vous avez passé une belle journée ici présent sur Web3 Lille. Merci à vous.